Salut à tous, épisode 6 avec Gazprom. On est après un Dauphiné, je vous avais laissé là-dessus. Un très long épisode, trop long probablement, épisode 5. Et là dans le 6, évidemment on a le Tour de France en ligne de mire. Il s'agit d'un Tour de France variant 2017. Voilà, donc le projet, à ce moment-là, au mois de juin, c'est soit ça se passe pas mal au niveau du Tour de France et on est tenté de jouer un petit peu plus, soit on va chercher notre victoire d'étape et on se dirige très très vite vers le 1er août. Voilà, le 1er août. Et tout ce qu'on sait le 1er août, bah, notamment des signatures de coureurs qui peuvent nous faire envie à ce stade-là. Donc je sais que je vais prendre Attila Walter. Il faudra voir quel est son prix. Il faudra voir si on pourra l'avoir en dessous des, j'estime entre 25 et 30 000 à peu près, mais ce serait bien que ça monte pas plus haut pour Attila Walter. Ensuite, le deuxième qui devrait faire partie du recrutement, c'est forcément Simon Pezek, ce sprinter tchèque, sorti d'un petit peu nulle part. Il est jeune, voilà, c'est un futur néo-pro euh, qui devrait lui nous rapporter son lot de victoires et nous permettre de gagner bêtement de l'argent parce qu'on aura un sprinter capable de figurer assez souvent pour peu qu'il prenne de bonnes roues, etc. Et puis après, pour le reste, on fera avec l'argent qui reste. Parce que il va y avoir une contrainte en termes de fric, hein, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir 172 000, je pense que c'est acquis là. On a réussi nos objectifs, donc il n'y a pas de souci. Les 172 000, ils vont être dans la poche. En revanche, tout ne sera pas utilisable pour recruter. Et puis, voyez au passage que l'espoir, on va dire, de financement max, donc pas cette année, hein, l'année suivante ou l'année encore après sûrement, c'est 270 000 environ euros par mois, ce qui permet quand même de faire de jolies choses. Avec 270 000 à terme, tu peux quand même entretenir une équipe très très correcte. Les contrats des uns et des autres vont les emmener du côté de 2024 pour la flopée de coureurs, les 6 que j'ai signés l'été précédent, les 6 meilleurs d'ailleurs, pour, pour essayer de figurer correctement. Et en ce qui concerne le renouvellement à venir, il y aura quelques-uns parmi ces coureurs-là qu'on va essayer de garder, peut-être les Russes, ou Vacek également, le petit Tchèque là, qui est assez intéressant, ça va, on va dire. Et puis, on ira évidemment piocher dans l'équipe de développement. Vous voyez qu'on a quelques petits candidats sympathiques. Après, attention, moi je n'aime pas les profils. Je vais essayer de vous en trouver un sans trop galérer. Non, pas celui-là. Voilà. Ce type de profil-là, même s'il a 19 ans, avec du 59 montagne, vallon, 55 montagne, et même d'ailleurs 58 pavés, honnêtement, ça c'est un type de régène qui va pas nous intéresser. On ira plus sur des mecs qui n'ont pas de trous majeurs, type par exemple ce Vassili Kostin, ou bien Matvei Rodionov, même si déjà pour lui le 54 en pavé me fait flipper. Je n'aime pas en fait quand il y a un 50 trop bas. Voilà, lui c'est parfait par exemple. Georgi Konstantinov, voilà, type de coureur sur lequel on s'attardera. Voilà, donc je vous avais laissé le 6 juin après le Dauphiné. Le Tour de Suisse n'aura pas été réellement un objectif pour nous. Et donc l'objectif, je crois, c'est surtout d'aller du côté de ce Tour de France. Enfin bon, Tour de France, Tour de France. Et voilà qu'on nous présente des championnats de Russie. Bah oui, logique. J'allais quand même pas laisser passer la possibilité d'avoir un champion national de Russie. Regardez comme c'est rigolo. 17 coureurs au départ de ce championnat de Russie. Et évidemment, nous sommes en surnombre très net. Hein, et un petit peu... plus tard, je vais me mettre à faire rouler. Hein. Rikunov, il sera sur le tour. Il roule. Tchernetsky, il sera sur le tour. Il roule. Sinon, Nekrasov n'y sera pas.
Et moi, je vais jouer le coup. Boef n'y sera pas non plus. On va tenter le coup pour Biryukov. Et on va rouler. L'union fait la force. Et le nombre fait aussi la force sur une telle course. Parce que Vlasov nous est infiniment supérieur. Même notre ami Sivakov nous est également infiniment supérieur. Oui, mais voilà. Nous, on est nombreux. On a pu se relayer. Et Tchernetsky va bientôt lâcher Biryukov pour une attaque. Allez, c'est parti. C'est le moment ou jamais d'y aller. Voilà. On plante une attaque au moment où on recale l'autre dans la roue. Il n'y a que Nietzsche qui nous a accompagnés. Non, c'est pas le philosophe. C'est le coureur. Et regardez, derrière, ça met un petit temps à s'organiser. Zakharine se souvient de son passé chez Gazprom, du coup il a pas envie de rouler sur nous. Et puis surtout, les deux gros favoris, Vlasov et Sivakov, ne s'y sont pas mis. Ce qui fait que je peux lancer le sprint à distance raisonnable pour Biryukov, c'est-à-dire avant d'être épuisé et repris. Et en vitesse pure, Biryukov va plus vite que Nietzsche. Voilà, c'est dans la poche. Je vais pas vous faire croire que c'est la victoire de l'année, mais c'était important de s'imposer sur ces championnats de Russie. C'est chose faite. Et l'ami Biryukov aura un maillot distinctif sur le Tour de France qui va venir. Évidemment, si je fais la Russie, je peux aussi faire l'Italie. D'autant plus que le variant là est très intéressant. Il est très intéressant et avec un attelage Moscon-Covi-Scaroni, honnêtement, il y a quelque chose à faire. Surtout que les prétendants en face sont, pour beaucoup, à part Alberto Bettiol, les principaux favoris, Colbrelli, Ballerini, Nizzolo, etc., sont, Matteo Trentin également, sont des coureurs que l'on pourrait peut-être semer dans les très forts pourcentages qui précèdent l'arrivée sur ce circuit. Du coup, je me suis dit, ah là là, zut, mon ami Covi qui tombe. Là, j'ai pas envie de me prendre la cassure. Vous savez, la cassure dont on revient jamais, là. La cassure qui fait super mal et qui fait de vous un éliminé d'office. Parce que là, on n'est que 3 en tout, j'ai pas envie d'en perdre un. Du coup, tant pis, c'est pas grave. On va perdre un peu de barre, mais on va... tant pis, malgré la relance, on va essayer de sprinter ici pour recoller à l'arrière de ce peloton. Allez, voilà, c'est chose faite, ici. Ouf, parce qu'on a besoin absolument d'Alessandro Covi. D'ailleurs, je ne vous cache pas qu'avec son +1 de forme du jour, il n'est pas dit que je joue pas le coup pour lui, mais ça c'était avant la chute. La chute m'a troublé un peu l'esprit. Gianni Moscon, même à -1, ça reste Gianni Moscon. L'ami Scaroni aura franchement fait du super boulot. Pour dire son degré de préparation, c'est exceptionnel. Et là, je me dis, tiens, il semblerait que quand on accélère, certains, parmi notamment les sprinteurs de renom, aient du mal à prendre la roue. Et ça, on va se le garder dans un coin de la tête pour le dernier passage sur cette difficulté qui dure un petit peu plus d'1 kilomètre, avec des pourcentages largement supérieurs à 10%. Gianni Moscon va ainsi tenter sa chance. Regardez, on va caler Covi dans la roue de Bettiol et on va demander à Gianni Moscon de s'échapper avec un petit peu de barre juste qu'il a, sachant que derrière il y a une descente. Et dans la descente, tu récupères, tu reprends de la barre. Moscon est un très très bon rouleur, ne mésestimons pas la note de plaine qui lui permet de rouler très vite tout en ne se consommant pas forcément. Et ça, c'est quand même un paramètre hyper important. Il prend rapidement 20 secondes parce que derrière, mine de rien, ça a du mal à s'organiser. L'avance serait due à peau de chagrin. Il n'y a plus que 10 secondes à ce stade-là. Et Ballerini qui essaie de rentrer sur Gianni Moscon. Allez, il y a encore une montée ici, là, à assurer. Elle n'est pas bien longue. Ah là là, on est repris. On est repris par Colbrelli, par Ballerini. Et non, parce que Gianni, il avait encore la possibilité de sprinter sur la barre jaune. Et il s'impose devant Davide Ballerini. Honnêtement, celle-là, elle m'a fait vibrer. Voilà.
Autant la Russe, bon, c'était ce que c'était, hein, voilà. Ici, dis-moi qui tu bats, je te dirai si tu peux te réjouir. En l'occurrence, ouais, franchement, ça me fait plaisir. Elle était pas mal, elle était pas gagnée d'avance, elle se prend à -1 cette victoire, et elle est intéressante. Il y aura un joli maillot de champion italien sur le tour. Après, attention, c'est caviar là, hein. 2750, 2800 euros. Moi je dis, avec ça on est riche. On est super riche. Bref, vous avez compris, un peu d'ironie. C'est pas là-dessus qu'on aura fait notre beurre. C'est peut-être plutôt sur le Tour de France qui vient qu'on pourrait gagner pas mal d'argent. C'est-à-dire que je suis obsédé par l'argent. Oui, parce que j'aimerais bien prévoir déjà le mois de janvier prochain ou février où je pourrais reprendre des scouts, des recruteurs, afin de former une équipe de jeunes la meilleure possible. Et donc il me faut de la trésorerie pour déjà passer la saison et en plus accumuler un peu pour ça. Tour de France, version 2017, prologue. Prologue en Allemagne, du côté de Düsseldorf. Et ce serait mentir si je vous dis que j'ai aucune ambition sur ce Tour de France ou que je vise seulement la victoire d'étape que le sponsor me demande. Je serais un gros menteur. Je vise bien plus que ça. Après, évidemment, j'ai hâte d'aller au 1er août pour recruter. Mais, quelque part, à ce Tour de France, on est bien préparé. On a eu nos pics pile le jour même, le jour de l'étape 1, si vous voulez. Ou, alors, ceux qui l'ont pas, en tout cas, ils l'auront le lendemain, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Bonne préparation, bonne forme, pas trop de fatigue. Ça donne envie. Franchement, ça donne envie de le jouer à fond. Avec Biryukov. Ils n'ont pas encore leur maillot distinctif, c'est normal. Hein. Et regardez, un petit Gianni Moscon, qui a progressé. Et oui, cette petite victoire sur le championnat national d'Italie a permis à Gianni Moscon de prendre un petit up. Et on crache pas dessus au moment d'aborder ce Tour de France. Pour moi, Lutsenko sera leader. Hein. Mais avoir du grand Moscon à côté, ça peut nous sauver la mise sur bien des situations. Donc, le prologue, toujours intéressant de voir qui va le mieux réussir entre Lutsenko et Moscon, parce que sur contre-la-montre, là, dans la carrière, les profils sont relativement semblables. Il y en a un qui est un peu meilleur dans une note, l'autre qui est meilleur dans l'autre, genre prologue CLM pour l'un et résistance pour l'autre, enfin bref, ça se tient. Et du coup, je peux comparer les deux perfs. 32 secondes pour Moscon, 36 secondes pour Lutsenko, et on a une surprise immense. Dan Martinez va s'imposer sur ce prologue au nez et à la barbe de Ganna, Kung, Asgreen, Evenepoel. Waouh! Même Pogacar, j'allais dire, non, je rigole, il est tout plat celui-là. Pas rigoler non plus, hein. Pogacar va pas prendre les contre-la-montre plats, faut se calmer. C'est une entrée en matière plutôt intéressante. Le moral pour Moscon, le moral pour Biryukov, logique, avec les jolis maillots qu'ils sont allés chercher. Vous aurez remarqué ou pas, non, vous l'aurez pas remarqué, donc on va en parler tout de suite, que nous sommes parés d'un autre maillot distinctif sur ce Tour de France. C'est pour Alexei Lutsenko. Voilà, regardez. Lutsenko, champion de Kazakhstan. Alors ça, c'est simulé toujours. Donc j'ai eu de la chance à la simulation. En même temps, au Kazakhstan, il y a lui et son frère, quoi. Donc, j'exagère, hein, il y a un paquet de bons coureurs, mais bon, en simulation, Lutsenko est quand même souvent champion. Et Moscon et Biryukov. Voilà, on a 3 maillots distinctifs, c'est quand même déjà pas mal. Ça donne un peu envie de briller. Tiens, ça c'est le petit intermédiaire pour le classement du maillot vert. Allez, les meilleurs sont là. Iwan, Sam Bennett, Merlier, Nizzolo, Ackermann, Bauhaus, Elia Viviani, ainsi que Mats Pedersen qui s'est mêlé à la lutte. Et on arrive dans le final. Allez, on tarde pas, on essaie de faire des petits formats sur ces étapes-là. Sauf quand il se passe quelque chose. En l'occurrence, ici, se passe-t-il quelque chose ?
Bah, il se passe que même si je n'ai pas de sprinter attitré, oui, je me mêle à la victoire. Je me mêle au sprint. Je me suis tellement fait humilier sur le Dauphiné et sur le Giro dès qu'il y a eu un sprint, que je me suis dit, j'utilise mes punchers sur ce Tour de France et on va essayer de réussir le mieux possible. David Decker, le sprinter de Jumbo-Visma, s'impose sur l'étape 2 de ce Tour de France. David Decker, c'est Groenewegen version 2.0. En tout cas, il en a le profil. Il en a le profil sprinter quasi exclusif qui passe pas plus que ça les bosses. Martinez garde son maillot jaune. Ackermann placé, hein, également Hugo Hofstetter. Oui, vous voyez, profil qui va pas casser trois pattes à un canard hein, sur des étapes. C'est pas Michael Matthews quoi. Mais par contre, dès que c'est plat, ça fait très très mal. Voilà. Dan Martinez garde le maillot et on arrive à première opportunité pour nous. Là, c'est le genre d'étape avec nos punchers que je vais préparer de la meilleure manière qu'il soit. Alexei Lutsenko, Gianni Moscon, Biryukov à plus 5, yes. Tout ça nous réjouit. Ça nous donne une belle opportunité pour se mêler à la victoire d'étape. Allez, on va s'appliquer. On voit que Ineos fait rouler Filippo Ganna. Ok. On va s'appliquer le mieux possible. Il y a quelques petites bosses. Derrière, il y aura une partie qui sera un petit peu vallonnée. Je teste pour voir si ça participe au sprint. Bah, pas tellement. C'est marrant, les sprinters ont un peu délaissé le sprint intermédiaire, alors que normalement ils se jettent dessus. Il y a une partie un peu vallonnée là entre l'intermédiaire sprint et la bosse d'arrivée. Et tout se joue dans une côte qui s'appelle la côte des religieuses, qui ne dure, c'est une côte pas longtemps, et que nous allons essayer de préparer de la meilleure des manières, avec Gogol qui roule très très fort, pour ensuite un travail de Biryukov, ensuite de Moscon, et on libérera ensuite l'artiste. Alexei Lutsenko sera libéré pour essayer d'aller chercher cette victoire. Je crois qu'il faut vraiment s'en tenir à la stratégie. Il y a de bonnes formes du jour. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer le coup pour notre ami Lutsenko. Voilà. Donc, c'est parti. 2 et quelques kilomètres. On n'a pas peur. Il y a un Movistar là qui est parti devant, mais on va l'avaler très très facilement. Moscon va déboîter et va libérer Alexei Lutsenko qui va ici s'imposer. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de triplé par hasard? Waouh! Triplé Gazprom sur l'étape 3. Tour de France, bah écoutez, c'est bon, je peux aller me coucher. On a réussi notre Tour de France, on va pouvoir arrêter. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On arrête tout, on a notre objectif, et on passe au 1er août en simulant massivement. Bah en fait, non. Je vais pas le faire parce que je me prends au jeu, bien sûr. Je me prends au jeu, et ayant fait ce triplé... Alors, triplé est anecdotique, hein. C'est plutôt la victoire d'étape, moi, qui m'intéresse. Je m'aperçois qu'on est drôlement en forme. L'équipe est quand même drôlement intéressante à jouer. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin. Étape 4, relativement plate. Ensuite, il y aura la planche des belles filles à l'étape 5, qui est un premier rendez-vous intéressant pour ce tour. Là, sur l'étape 4, il va se passer quelque chose d'amusant. Je vous ai dit, je fais feu de tout bois hein, sur ce tour. Ça veut dire que s'il y a un moment donné où il y a des bordures qui sont possibles, je ne me gênerai absolument pas pour les faire et pour infliger de l'écart au général à X ou Y, etc. Là, il y a vraiment... on va profiter au maximum parce qu'on est on est relativement faible par rapport au plateau de coureurs.
un peu comme sur le Dauphiné à la base. Sauf qu'on est en forme, mais j'ai envie de pousser le truc le plus loin possible pour réaliser la meilleure perf possible. Et c'est en ce sens qu'on va essayer d'emmener notre polyvalent puncher Lutsenko sur cette étape de plat. Vous l'avez bien vu. L'étape est plate, elle arrive à Vittel. Et nous allons essayer de travailler pour Alexei Lutsenko. Allez, c'est parti. Il reste encore un petit peu de marge, mais il faut y aller là. Il ne faut pas hésiter plus longtemps à sprinter. Moscon, Biryukov. Allez, il faut libérer Lutsenko là. Sinon, on va se faire damer le pion. On va se faire avoir. Eh bien, en fait, incroyable mais vrai. Lutsenko s'impose. Yes, au nez à la barbe de Tim Merlier, Sam Bennett, David Decker, Kees Bol, notamment Hugo Hofstetter, Ackermann et compagnie. Donc, celle-là, j'ai encore du mal à y croire. Autant la précédente était compréhensible, autant celle-là, j'ai du mal à la digérer. Donc, tant mieux, hein. Tant mieux. Lutsenko va se parer du maillot vert, par là même, et revient à 17 secondes au général, ce qui est quand même une super opération. Mais je vous avoue que là, j'ai eu du mal à croire de ce qui s'était passé à l'instant. Bref, tout ça est hyper positif, ça donne le moral, ça donne une motivation haute aux coureurs, ça renforce leur forme du jour. Regardez, qu'est-ce qu'on attend pour Lutsenko? On n'attend pas plus 4, regardez les petits effets là. On attend plus 5 sur l'étape qui suit. On attend plus 5. Et on a eu plus 4. Dommage, on attendait un peu mieux que ça. Après, ça va parce que Czarnecki est à plus 5. Il est très précieux à plus 5, Czarnecki. Hein. Moscon est à plus 4. Ça va. Finalement, il n'y a que Kovi et Chalunov qui s'en tirent pas trop bien. Sinon, tout le reste est vraiment dans une très bonne journée. Et on va... Regardez, personne fait le sprint. Les gars, qu'est-ce qui se passe? On ne conteste pas le sprint. Moi, c'est pour ça que j'ai fait un petit effort curseur, en fait, vous voyez. Ça fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois. Et là, à l'arrivée, on arrive... Allez, planche des belles filles, faut y aller. Hein. Faut y aller. Là, il n'y a même pas moyen. Train Gazprom demandé. Kovi, c'est ton tour. Gogol, Biryukov, Czarnecki seront passés ensuite par là. Moscon est chargé d'emmener Lutsenko le plus loin possible. Le plus loin possible, on a dit. Attention à Pogačar qui remonte par la gauche. Carapace à la droite de Lutsenko. Julien Lafilippe est présent. Gianni Moscon va rester placé là-dessus. Incroyable. Ça va être une victoire pour Tadej Pogačar. Ça va être une place d'honneur pour Lutsenko deuxième. Par contre, regardez, pas d'écart. Hein. Pas d'écart avec les 40 premiers. Hein. La planche des belles filles dans cette version-là, 2017, n'est hyper pas sélective. Et il y a moyen d'avoir comme ça des arrivées regroupées qui sont assez impressionnantes. Bon, après, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Victoire de Tadej Pogačar. Ouais, on n'a pas réussi à taper Pogačar. Dommage. Allez, ce sera pour une autre fois. On va pas s'affoler. Et le général se resserre puisque Lutsenko n'est plus qu'à 13 secondes de l'ami. C'est qui le leader? Dan Martinez, toujours, bien sûr. Dan Martinez, Wout Poels, Joe Almeida et Pogačar. Voilà, 5e place pour Lutsenko. Provisoirement. Petit aperçu là de l'évolution de nos rapports avec les futurs recrues potentiels. Ok. Et là, je vais ajouter des petits coureurs annexes. En fait, pour être franc, de toute façon, je n'aurai pas l'argent pour signer déjà tous les mecs que j'ai contactés. Donc, ça sert à rien d'aller encore dépenser les quelques points de dossier qui nous restent sur de gros coureurs. Vaut mieux, à la limite, aller sur, vous voyez, là, c'est un jeune puncher serbe, pourquoi pas. Et puis, j'ai également un jeune Italien qui est fort en contre-la-montre et qui n'est pas pourri pour le reste. Ça pourrait être un Sous-Bjerg ou un Sous-Bisseger qui pourrait nous aller au cas où on manquerait d'argent. Voilà, c'est un peu ça l'esprit de Tiberi.
Allez, c'est parti, Vesoul 3, étape 6. Alors là, on attaque une séquence 6 et 7 où les étapes sont, on va dire, dévolues aux sprinters, où je vais évidemment participer au sprint, parce que, déjà parce qu'il y a quelques points à gratouiller au niveau du maillot vert, et puis par principe, on a dit qu'on essayait de donner tout ce qu'on pouvait, et ne pas se mettre de limites. C'est sûr que si je jouais avec... de Koenig Quick-Step, ou bien... Peut-être l'exemple est mal choisi, parce que Alaphilippe pourrait se mêler à des sprints s'il le voulait par moment, mais non, justement, voilà. Si je jouais avec une équipe un peu dominante, je sais pas moi, UAE, Jumbo-Visma, évidemment que je ferais pas sprinter Pogacar, je ferais pas sprinter Roglic. Là, on n'est pas dans la même démarche. Oh, tiens, ça c'est vachement important. Mine de rien, on va vite se caler dans sa roue, parce qu'il est hors de question qu'on aide Dani Martinez à revenir. Hein. Chute de Martinez, que font les Ineos? Ouais, il y en a 3 ou 4 qui décrochent tout de suite pour essayer de le ramener. Ensuite, tiens, vous voyez Alaphilippe qui se mêle à la lutte pour le sprint. En fait, il sert de poisson pilote à Sam Bennett. Derrière, lutte totale au sprint, là. Moi, j'ai fait mon petit train comme d'habitude. Et qui est-ce qui va s'imposer cette fois-ci? Ackermann? Non. Nizzolo? Non. Viviani, Elia Viviani, qui est chez Kubeka Assos. Là, tiens, c'est franchement intéressant. Et ici, est-ce qu'il y a cassure? Oh là là, s'il y a cassure, ça peut faire très mal. Bon, je vous le dis de suite, il n'y aura pas cassure. Par contre, il y en a un qui va perdre beaucoup sur ce coup-là. C'est Dani Martinez, voilà. En fait, le travail d'Ineos sur la toute fin d'étape comme ça pour essayer de le ramener n'aura absolument pas fonctionné, parce qu'en même temps, ce sont des moments où on a déjà tous, joueurs de PCM, perdu pas mal de temps. Hein. On sait tous que tu reprends pas forcément un peloton dans les tout derniers kilomètres comme ça. C'est un peu difficile, voilà. Au passage, c'est dommage que ce soit Biryukov qui ait chuté avec, parce que je lui prévoyais un petit destin sur ce sprint-là, ça m'a un peu désorganisé. Je voulais sprinter pour Biryukov, en fait, cette fois-ci, mais bon, bref. C'est pas grave. Allez, stabilisation des choses, au général, mis à part la grosse perte de temps de Martinez. Changement de maillot, mais à ce stade, c'est encore un peu anecdotique. Étape 7, donc là aussi, on est sur du sprint prévisible. On espère qu'il n'y a pas non plus quelqu'un qui va chuter à chaque fois, parce que ce serait un peu dommage. Alors, que dire? Je pense qu'à un moment, il faudra regarder les choses en face. Si je joue toutes ces étapes, et si je suis parti finalement à ce moment-là pour le jouer à fond, ce Tour de France 2017, version 2017, avec cette équipe Gazprom, dont le leader est clairement Lutsenko. Hein. Moscon pourrait nous faire croire que... Non, c'est Lutsenko qui me paraît le mieux armé. Il ne faut pas hésiter à y aller pour lui. Évidemment, je joue quand même le vert à des moments avec Lutsenko. S'il y a des gros points à prendre, on les prend aussi avec Biryukov. Mais ça, c'est plus une sucrerie. Je pense qu'il faudra à un moment donné se poser la question. Parce que Charman, même, vous pouvez me servir qui vous voulez, à part Bernal, mais il n'est pas là. Franchement, il y a personne qui fait vraiment peur, à part Pogacar. Je précise que pour ce Tour de France, il y avait eu une chute à l'étape 1 du Dauphiné. Elle est importante, mine de rien. C'était une chute de Roglic et il y avait eu grosse blessure pour Primoz Roglic sur le Dauphiné. Tiens, jolie victoire ici de Pedersen. Oui, malgré un retour terrible de Philipsen. Énorme belle victoire de Mads Pedersen sur une fin d'étape un petit peu rendue accidentogène. Je sais pas si ça existe. Parce qu'on avait vachement accéléré, j'avais vu un peu de vent, je m'étais demandé s'il n'y avait pas des cassures à faire, tout ça. Donc victoire de Mads Pedersen. Je pense qu'à un moment donné, Roglic n'étant pas là, le Jumbo-Visma est un peu dépouillé quelque part. Il va falloir se dire qu'on va être face à Pogacar. Et si on veut vraiment aller au bout du délire et jouer un rôle sur ce Tour de France, il va falloir se demander où et quand et comment est-ce qu'on pourrait déstabiliser Tadej Pogacar. Alors il se trouve qu'en plus ce Tour 2017, ce variant, je me souvenais pas au moment où le jeu a aléatoirement prévu ce variant-là, je dirais, pour cette partie-là, dans cette année 2022 de la carrière. Je me souvenais pas que
Je vous avais proposé un tour 2017 il y a peu de temps quelque part. Je l'avais proposé avec DSM. Donc c'était il y a quelques mois. J'avais proposé un tour et on avait avec Jay Hindley, on avait échoué face à Pogačar et Roglic. Eh bien, Hindley n'ayant pas du tout un profil similaire à celui de Lutsenko, qui est plutôt puncher, Lutsenko, puncher qui sait grimper, qui sait rouler et qui sait faire beaucoup de choses, eh bien, je pense que on a des armes en fait avec cette équipe. On n'a pas encore beaucoup exploité Michael Gogel. On aura du Moscon à exploiter dès lors qu'il aura un petit peu plus de retard au général, si ça arrive. Pour l'heure, j'aimerais prendre le maillot, en fait, juste pour l'avoir porté. On a une équipe, en fait, qui peut, éventuellement, si on met en place un coup tactique à la Astana, là, je vous renvoie à PCM 2019, un des tout derniers épisodes Astana, où j'avais tenté un gros coup. Est-ce que ça peut remarcher sur PCM 21? Je sais pas trop. Mais on avait tenté un coup pour épuiser les leaders d'en face, sur une attaque un petit peu lointaine, etc. Avec pas mal de choses. Ben, il va falloir trouver un angle d'attaque pour Tadej Pogačar. Donc ça, ce sera... il va falloir que je cogite pour trouver le moment sur ce tour où on peut embêter Pogačar. Puis sinon, il faudra s'avouer vaincu. Attention, il y a une montée à un moment donné à l'Izoard, là. Je sais pas si c'est l'étape... je sais pas, 17 ou un truc du style, là. Il y a l'Izoard. La veille, il y aura eu le Galibier, mais avec une arrivée en descente. Galibier par télégraphe. Il y a comme ça quelques zones. Il y a les Pyrénées aussi, il va falloir faire gaffe. Il y a quelques zones comme ça sur lesquelles on a des possibilités. Mais il faudra vraiment jouer le coup tactiquement. Ça, ce sera des choses que je vous proposerai à l'épisode prochain. Ici, nous sommes sur la fin d'une arrivée aux Rousses, qui est elle-même déjà relativement sélective. Regardez, le groupe de coureurs encore présents pour la victoire d'étape est très très restreint. J'ai Moscon et Lutsenko. Il faut essayer de jouer le coup. On va voir prendre 2 roues bien choisies, ou en tout cas on va essayer. Allez, ça accélère, petit raidillon. On n'est pas très très loin de l'arrivée. Et on va tenter notre chance peut-être avec la roue de Pogačar pour Lutsenko. Et puis ce que j'ai essayé également de faire, c'était une contre-attaque de Moscon. Mais ouais, difficile. On n'a pas le jump avec Moscon qui a une meilleure forme que Lutsenko ce jour-là, hein, pour vraiment faire la diff. Du coup c'est un peu délicat. On se rabat, on essaie de reprendre un peu de barre, on prend une roue ou l'autre. Attention, Carapaz qui a sprinté et en fait qui a emmené Moscon qui va faire 2. Par contre, Lutsenko n'a pas été en mesure. Il m'a manqué un petit peu de forme du jour pour gagner cette étape-là, puisque Schachmann va s'imposer, je dirais, comme Lutsenko aurait pu le faire en fait. Tiens, Fabro, vieille connaissance du Giro, qui termine quand même pas si loin que ça. Il se comporte pas si mal, Matteo Fabro, sur un enchaînement. On sait à quel point toujours difficile Giro, Tour de France. Derrière, il y a pas mal de monde qui perd des plumes. Et honnêtement, c'est très important à l'étape 8. Si vous avez un très bon coureur adverse qui perd 3-4 minutes, ça peut bouleverser la stratégie de l'équipe par la suite. Du coup, il n'est plus leader, il va se sacrifier, il va travailler pour un autre, etc. Et on peut y gagner pas mal. Je pense à Bourman, par exemple, en disant cela, hein, parce que Bourman a pas mal bossé pour Schachmann. Et du coup, Bourman a pris cher au classement général, enfin cher. On est encore sur des proportions réduites, vous voyez, Bourman 1,52, Fabro 1,45, mais il y a 9 hommes déjà dans la même minute. On va dire que ça s'est un peu précisé. Avant une étape 9 qui promet énormément avec 3 cols hors catégorie, donc de gros points pour le maillot à poids. Je l'ai un peu dit précédemment, je compte pas le jouer nécessairement, ce maillot à poids. Je compte plutôt jouer à ce stade-là le maillot vert, tiens, la Philippe en échappée. Très belle échappée, hein, d'ailleurs, là. C'est pas Mathieu, hein, c'est David Van Der Poel. Je pense plutôt jouer le vert et essayer de jouer le classement général. Voilà. C'est ce que je fais souvent quand j'ai une équipe que je sens bien, avec laquelle je sens qu'en fait, il y a des possibilités de vraiment performer. Je m'oriente plus vers ça. Après, s'il y a une opportunité de maillot à poids, on ira peut-être dessus, mais
ça paraît délicat. À ce stade, je veux pas disperser mes forces. Là, Biryukov part un peu en chasse-patate, faut quand même le dire, même s'il arrive à revenir sur un deuxième groupe de gens qui ont été distancés par le premier groupe d'échappés, au sein duquel on trouve Julien Alaphilippe, on trouve aussi Carretero, on trouve Paré Peintre, on trouve Herrada de la Cruz. Voilà, ce groupe Alaphilippe, en fait, n'est pas très très loin du groupe Biryukov, mais on a du mal à revenir dessus. Et il va falloir rentrer à un moment donné, sans cela, peut-être plutôt se relever pour apporter de l'aide sur les nombreuses ascensions difficiles du jour. Là, c'est le col de la Biche. On voit que c'est déjà sympathique comme programme. Col de la Biche, derrière, ça va être très très dur derrière aussi. Donc là, Charman est tranquille, peinard. UAE gère. Moi, je rappelle Biryukov parce qu'on reprend que dalle à l'échappée. Voilà, vous voyez. Alinen, finalement, est revenu et Alaphilippe s'est fait lâcher. C'est assez étrange. Il doit pas être en grande forme, Alaphilippe, parce que sans cela, il doit vraiment marcher sur cette échappée, vu les notes des uns et des autres. Allez, on arrive au sommet, col de la Biche, on bascule avec 3 hommes. Ça, c'est bien. Parce que Biryukov a pu se rabattre dans la roue de Lutsenko. Basculer avec 3 mecs, voire même Kovi qui arrive à les limites. Allez, Tchernetsky serait pas mal d'arriver à le faire rentrer. Même Gogol, ben voilà. En fait, on est un peu plus nombreux que cela. Ouais, enfin bref. Au moment d'attaquer le Grand Colombier, il n'y a plus que 3 mecs et demi, je dirais, dont on peut vraiment se servir. Et donc, ça veut dire, attention. Voilà, vous voyez, ça s'étiole. Je vais quand même jouer le panache ici pour voir qui est-ce qu'on serait en capacité d'éliminer. Parce que on est pas mal, on est pas mal lotis. Biryukov à 5, Moscon et Lutsenko à plus 4. Me donne envie même de pousser un peu le truc avec Lutsenko, alors que les hommes de tête ont basculé. Ça y est, au sommet du Grand Colombier, on va prendre 2-3 points ici avec Gianni Moscon, avec Lutsenko. Ça, c'est au cas où. Au cas où on se rabattrait à un moment donné sur maillot à poids, mais non. Allez, on va essayer de jouer le coup. Ici, il y a des points gratuits pour Lutsenko. Voilà, on va le prendre. C'est super facile, il n'y a qu'à se baisser en effort curseur pour le ramasser. Et on va attaquer ce terrible... C'est col du chat, je crois. Terrible dernier hors catégorie du jour. L'échappée a toujours un peu d'avance, bon, mais on sent bien quand même que tout cela va revenir. Quand on est à 2, remarquez des fois ça bascule et finalement le peloton se calme et laisse partir, mais là, je pense qu'avec Alaphilippe à 3 minutes, ils vont pas lâcher et ça va rouler. Dans le col du chat, dans le mont du chat, excusez-moi, pas le col du chat, mont du chat, vous avez vu Carci, Lopez qui sont sortis. Attention, Ineos roule un peu. Moi, je roule aussi. Je roule avec Moscon pour essayer d'emmener Lutsenko sur un tempo qu'on soit capable de tenir le plus loin possible. Attention, attaque de Pierre Latour. Attaque de Pierre Latour. Il est fort, Pierre Latour. Il était aussi dans les tout meilleures étapes 5, cela va sans dire, et également à l'étape précédente, la 8. Donc, attention, on a du bon Pierre Latour. Nous, on est en souffrance. On est en souffrance vraiment. C'est difficile, l'échappée a été reprise, comme on pouvait quand même s'en douter. Voilà, Gianni qui va se frayer un petit passage avec prise de quelques points ici au sommet du Mont du Chat. 26 hommes pour une victoire d'étape avec une belle descente, une attaque Mikel Landa et un petit peu en bas de la descente, je vais essayer de tenter un forcing avec Lutsenko pour voir si on pourrait pas aller se parer du maillot jaune. Allons-y. Attaque ici un petit peu avant Chambéry, une dizaine de bornes avant Chambéry, et je me dis, allez, est-ce que ça pourrait pas tenir derrière? Non, il y a Charman qui est très très fort, mais ça explose en 2 groupes quand même. Il y a un groupe Pogacar derrière qui a finalement avec Vlasov, Yates, qui a du mal un peu à revenir. Lutsenko pousse le truc, et il faut pas se relever. Des fois tu te relèves, t'as tous les regrets du monde. Bon, en l'occurrence là, je pense qu'il fallait se relever. Et on va tenter une contre-attaque avec Gianni Moscon pour voir un petit peu, mais regardez, ah là là, il est marqué Gianni. Il est marqué par Charman, décidément dans une forme
exceptionnel en ce milieu de Tour de France. Lopez n'est pas bien loin. Lutsenko, il y a peut-être du temps à gagner sur Pogačar ici. Parler d'essayer de profiter de certaines situations pour essayer de lui reprendre du temps. Ça pourrait être le cas ici. Toujours est-il que Moscon va faire 2, Sharman 1, Landa 3, et nous, on va pas gagner de temps sur Pogačar, parce qu'en fait, derrière, c'est revenu. Alors par contre, vous allez me dire, non, ce n'est pas étonnant, mais je veux dire quand même, étonnamment, il n'y a pas eu de temps qui a été crédité, il n'y a pas eu d'écart qui ont été crédités au bénéfice de, par exemple, Sharman et Moscon, au hasard, ou Landa. Non, en fait, il y avait un écart entre les coureurs à l'arrivée, là, au franchissement, qui était tel que, là, vous voyez, là, j'aurais mis une cassure. Voilà, après, derrière, non, je comprends. Mais non, il n'y a pas eu de cassure, pas eu d'écart. C'est dommage. C'est dommage. Là, je pense que c'est peut-être lié à l'ancienneté du variant, parce qu'il y avait eu des choses sur PCM 20 qui avaient été améliorées par rapport aux écarts. Et là, on est peut-être sur un variant trop ancien pour qu'il y ait cette chose-là. Moi, je ne suis pas spécialiste de la création de variants, mais j'ai remarqué que, suivant leur ancienneté, il y avait des manières de comptabiliser les écarts qui étaient sur Pro Cycling Manager pas les mêmes à situation égale, bien sûr. Donc, c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous désespérer et nous priver de l'envie de bien faire. On va terminer cet épisode avec des étapes de plaine. Il faut bien les soigner. Voilà, il y a quelques points toujours à cueillir avec Alexei Lutsenko. On va ici donc essayer de mettre en place notre train, sans grosse prétention, mais essayer tout de même. Vous voyez, c'est marrant, le jeu fait beaucoup rouler Evenepoel, et même Alaphilippe. En fait, il fait rouler toute l'équipe pour Sam Bennett, mais il y a Almeida quand même, qui est exonéré, on va dire, d'efforts. Le leader, c'est clairement Almeida. Là, il n'y a pas photo dans cette équipe de Koenig Quick-Step. C'est vraiment, vraiment Almeida le leader. Allez, on va essayer de se mêler à la lutte quand même, histoire d'aller prendre quelques petits points pour le maillot vert. On va pas être ridicule sur ce sprint-là. On n'est pas ridicule. On fait quoi ? On fait 4, c'est ça ? Ouais, 4. Avec une belle victoire de Caleb Ewan, qui s'est débrouillé un peu tout seul. Donc, chapeau à lui. Derrière, ça va, tout le monde a été vigilant. Ok. Ouais, en le revoyant, je me suis dit qu'Iwan avait super bien joué le coup. De Koenig Quick-Step doit vraiment se mordre les doigts, parce que ça ne va toujours pas au fond. Sam Bennett n'arrive pas à leur prendre des victoires d'étape réellement. Et donc, par contre, bien joué pour le sprinter de la Lotto Soudal. On sait que lui, en plus, c'est sympa, parce qu'il y a une forme de petit réalisme dans le fait que Caleb Ewan n'a pas besoin de train, en fait. Lui, il prend une roue et après, ça switch comme il faut. Il se débrouille, et en vitesse pure, plutôt en accélération. Il est souvent le meilleur. Étape 11. Aurons-nous un scénario identique, ou est-ce qu'une échappée aurait enfin le droit d'aboutir ? Il n'y en a pas eu depuis ce début de Tour de France. Aucune échappée n'a abouti. Du coup, je me dis, allez, on tente un coup là. On envoie l'ami Alessandro Covi, un peu toute proportion gardée, mais à mon échelle très modeste avec Gazprom, Alessandro Covi, c'est mon héros du Giro, honnêtement. 10e, victoire d'étape de prestige au Zoncolan, excusez du peu. Plus maillot Azzurro, honnêtement, Covi, c'était vraiment le héros Gazprom sur cette séquence-là. Voilà, allez, juste en effort curseur, on va assurer quelques petits points. C'est pas grand-chose. Attention, l'avance aurait tendance à se réduire. Il y a Caleb Ewan qui est en train de faire du grabuge au niveau du classement pour le maillot vert. Alessandro Covi, irrémédiablement distancé dans la lutte pour le GPM, qui ne comptera pour pas grand chose. C'était quand même un catégorie 4, il n'y a pas de quoi se mettre la misère, mais si, ils le font quand même. Et c'est parti, sprint. Alors on y va toujours, on essaye de se positionner. On en a gagné une, c'est déjà exceptionnel de cette façon-là. Après, à mon avis, on n'en regagnera pas d'autres, mais au moins on va essayer de se placer. Ah, quoique, peut-être ici. Alexei, allez mon grand,
Tu peux le faire. En fait, ici, je crois que j'ai eu un petit problème de timing de déclenchement. Bon, après, avec n'importe quel sprinter digne de ce nom, ça passe. Hein. Mais là, du coup, ça fait 3. 3. Et c'est encore Caleb Ewan qui s'en sort sur ses qualités d'accélération. Bravo. Bravo, bravo. Donc, ok, ça fait 2 pour Ewan, qui commence un peu à nous inquiéter du côté du maillot vert pour Lutsenko. Attention, on ne saurait pas qu'il y en ait non plus 4 ou 5 des victoires comme ça, sinon il serait dur à aller chercher. Même si on a encore de la ressource pour marquer des points. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner au moment de vous dire à la prochaine? Ben, Charman devant Lutsenko et une petite bonif. Bref, le classement est très serré. On a encore notre chance pour porter le jaune. Que dire de certains qui ont un peu explosé en vol? Ça, on en reparlera. Il y a beaucoup d'étapes décisives à l'épisode suivant. La lutte pour le maillot à poids, eh bien, Aurélien Paré-Peintre est en bonne position. Il est fort, hein. Franchement, 78 montagnes et tout, il a vraiment bien, il s'est bien développé. Lutsenko possède une petite avance d'une 20aine de points sur Caleb Ewan, donc absolument rien n'est fait. Ça va être très très serré, le combat pour le vert. Par contre, il y a un combat qui va pas être serré du tout. C'est celui pour le maillot blanc où Tadej Pogačar sera sans rival. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à l'épisode 7 pour la fin de ce Tour de France. Oui, je me suis pris au jeu. Il était impossible finalement de ne pas le jouer avec une équipe aussi excitante. Avec aussi de beaux pics de forme. Voilà, à plus. Bye bye.